Alors Marie-Josée Monzin, on va parler ensemble de ce formidable cas comme colonie qui a été certes desservi par le confinement, mais qui est hélas ce que nous vivons en plein confinement aujourd'hui dans le contexte à la fois des peurs sanitaires et des paniques sécuritaires. S'il faut faire la guerre, c'est à l'un et non aux multiples. C'est à la page 19 de ce cas comme colonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire à la Fabrique édition. Faire la guerre à l'un et non aux multiples. Faire la guerre à l'un dont le complice c'est le grand même, vont ensemble le grand un du pouvoir, le grand même de l'identité. En apparence, ce livre, tel qu'il se proclame, a l'air avec évidemment la colonie pénitentiaire, mais aussi procès. C'est une apparence. Certes, Kafka est très présente, mais pour moi, ce livre est un formidable manifeste, le plus beau, le plus fort, le plus argumenté, le plus magique, au sens de l'imaginaire, de la poétique, qui nous soit donné. Un manifeste de la décolonisation. Je vous cite, « La décolonisation déborde le cadre des anciens empires pour devenir le problème mondial des atteintes portées à la dignité et à la liberté de tous. » Vous expliquez dès le début qu'aujourd'hui, la question décoloniale, c'est notre question, qu'elle englobe toutes les questions, qu'elle a fait retour après que le colonialisme ait jeté son poison sur les territoires confisqués et exploités, et qu'aujourd'hui, la décolonisation de l'imaginaire concerne non seulement les populations qui furent colonisées, mais de façon plus impérative encore, les peuples colonisateurs, c'est-à-dire nous, ici même. Donc, ce livre, paru au début de cette année, eh bien, c'est aujourd'hui le manifeste de la résistance, de la liberté, du refus de ces nouvelles servitudes volontaires. Je me trompe? Non, je vous entends très bien, et justement, sachant que nous devions nous rencontrer déjà il y a plusieurs mois et on n'avait pas traversé toute cette crise encore, je me disais qu'en venant aujourd'hui vous rencontrer, on ne pouvait que parler de ce qui, dans ce livre, prend position sur tout ce qui nous arrive depuis ce qui est arrivé après le livre, après la sortie du livre. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y avait c'était limpide, c'est-à-dire qu'à travers la lecture de Kafka, que j'ai reprise d'ailleurs plusieurs fois depuis, en me disant que à travers tout ce que nous étions en train de traverser, en relisant Kafka, je verrais peut-être qu'il a vu encore plus de choses que je l'imaginais. Et en relisant une des fins de la colonie pénitentiaire, dans le moment où la machine tue encore une énième fois, en se déglinguant et en tombant en morceaux, tout en restant effective, je me suis dit, on est devant cette situation tout à fait stupéfiante, qui est d'assister à ce démembrement et à cette ruine institutionnelle, cette ruine de la pensée, ce démembrement de la machine, mais qui continue à fonctionner de façon diabolique, je dirais, que sa vocation criminelle et colonisatrice, même tombant en morceaux, trouve les moyens de tenir petit morceau par petit morceau le discours qu'elle tenait au moment où elle se croyait compacte et unifiée. Et je trouve ça tout à fait étonnant, puisque c'était une des fins possibles pour Kafka. Et quand dans le livre j'évoque ce qu'en a fait Langhoff, je trouve aussi que là il y a une vision à la fois actualisée, puisque c'était la guerre en Yougoslavie, mais tout à fait actuelle, puisque la machine
se déglingue et continue à faire entendre les pires bruits alors qu'il n'y a même plus de victimes à dévorer, mais qu'on attend, Langhoff attend que les spectateurs quittent enfin la salle, c'est-à-dire quittent la scène, et s'arrachent finalement à la scène de la catastrophe, parce qu'il n'y a aucune raison de continuer à être ou bourreau et victime d'une catastrophe à laquelle nous assistons en ce moment. Donc oui, j'ai pensé que nous allions parler à la fois du livre, mais forcément de ce à quoi nous assistons, surtout depuis qu'il y a eu ces drames meurtriers, enfin ces gestes sanglants et choquants qui ont permis un flot d'adjectifs, la peur, l'égout, le dégoût, etc., mais aussi le flot des adjectifs concernant la laïcité et la République. Et là, on se dit, ça se déglingue, voilà, ça se déglingue. Et je trouve d'ailleurs que ce qui se passe maintenant aux États-Unis nous offre aussi cette espèce de spectacle de la déglingue, dans laquelle nous faisons, à juste titre, nous saluons le départ de Trump, mais en même temps, nous savons bien que la machine, là-bas aussi, se déglingue et qu'on est loin d'être au bout de tout ce qui va nous choquer, nous révolter et nous demander de résister. Voilà, on ne peut pas continuer à accepter même le lexique que le gouvernement et le pouvoir dominant en ce moment nous imposent concernant le rapport à la terreur, à l'islam. C'est pas possible. C'est indécent et parfois ça touche à l'obscénité. Mais justement, l'intérêt de votre livre, c'est que nous ne sommes pas dans cette sidération comme des lapins saisis dans les phares face à la catastrophe. On sait que la catastrophe est déjà là. Et en fait, ce que vous nous proposez, c'est un chemin de liberté, un chemin d'échappée. Il y a tout un chapitre qui s'intitule L'art de la fugue, et vous nous montrez ce chemin. Et Édouard Glissant aurait dit la trace. Et de ce point de vue, je voudrais souligner, certes, c'est Kafka qui est comme une sorte de refrain, de point où l'on revient, de point fixe. Oui. Quand vous écrivez pour la première fois, indépendamment de la page de couverture, le mot de Kafka, le nom de Kafka, il y a un autre nom qui le précède, c'est Édouard Glissant. Édouard Glissant est totalement présent dans ce livre. Vous soulignez d'emblée qu'il a fait une politique de la relation où le tout monde nous demande de faire monde dans le refus de la totalité, mais surtout, vous écrivez ceci au tout début, à propos de l'égalité des hôtes. L'œuvre d'Édouard Glissant indique avec une grande puissance poétique ce que devrait être une métamorphose du regard et de la parole face à la mondialisation colonialiste du capital. Alors, comment vous est venue cette idée, au fond, de prendre ce Kafka qui regarde dans le passé le futur, un futur visionnaire du passé, une vision du futur dans le passé, et ce Glissant qui nous projette… C'est la vision prophétique, oui. Voilà. Et comment? Parce que ces deux personnages parlent de lieux différents, d'histoires différentes, et néanmoins, vous en faites deux complices qui cheminent ensemble. Tout à fait, tout à fait. Par l'articulation, je la soutiens, elle m'a accompagnée, et je la soutiens à travers la puissance poétique de ces deux personnes, de ces deux subjectivités, à la fois désespérées. C'est cette vision prophétique du passé, la vision prophétique du passé qui est tout à fait ce que je reconnais en Kafka, et chez Édouard Glissant qui opère
sous la modalité d'une injonction à la transformation et à l'invention d'un autre monde possible, possible. Et ce qui est commun à ces deux auteurs, c'est leur énergie résistante et leur capacité, leur aptitude à la joie. Ce qui n'est pas souvent dit au sujet de Kafka. Et plus je le lisais, au contraire, que ce soit chez Édouard Glissant ou chez Kafka, puisque vous les mettez à juste titre dans ce qui m'accompagne, la joie, c'est-à-dire la joie que peut donner l'arrachement au pire, celle que peut donner cet arrachement au pire par le saut poétique et relationnel, par cette vision de celui qui s'arrache en sachant cet arrachement ne sera jamais un surplomb ni une domination, ni une façon de s'exempter ou de s'excepter de la situation qu'il dénonce, loin de là. Mais il y a là quelque chose, il y a la souffrance de l'arrachement, la joie que donne le regard qui prend de la hauteur, qui voit, et qui restant parmi nous, oriente notre propre regard, au nom de la création. Là, c'est vrai que la petite phrase de Kafka, que j'aime tant et que j'ai citée, où il dit que l'écriture, pour lui, est un saut hors du rang des assassins, et je pense que chez Glissant, c'est pareil, c'est-à-dire que l'écriture l'a arraché à la désespérance et au désespoir colonial, à la mémoire même, à la culture d'une mémoire définitivement douloureuse, pour trouver au contraire dans l'histoire de cette douleur les éléments, ce qui va féconder, la sève qui viendra féconder le possible. Voilà. Il y a du possible. Rien dans toute l'horreur qui peut nous être déjà arrivée, ça a été le cas pour les colonisés, ou qui nous arrive, ne peut confisquer la puissance d'accès à l'indétermination et au possible, donc orienter notre regard et notre écoute vers une autre musique. Hein, j'aime bien aussi prendre à Jean-Luc Godard ce rapport à la musique, parce qu'on le trouve chez Kafka, mais on le trouve chez Godard. Voilà. C'est quoi notre musique? Je ne veux plus entendre le vacarme de cette république-là. Je ne veux plus entendre le vacarme de la mondialité capitaliste. Je ne veux plus être assourdi. Je veux que mon regard et mon oreille donnent à ma voix les mots qui diront autre chose, parce que je me rends accessible à une autre sonorité du monde et à une autre image du monde. Alors, du monde que donne la fiction, la poésie, cette autre musique du monde que peut donner toute création poétique, qui est de toutes les façons toujours musicale, parce que l'art est toujours un art du temps, nous permet de trouver les mots qui répondent, qui résistent, qui dénoncent, et qui vont nous relier. On voit bien que le gouvernement ne fait que envoyer sans arrêt par les médias et les déclarations des mots, hein, islamo-gauchisme. On trouve tout le temps des mots, la responsabilité, la distanciation sociale, la distance sociale. On nous envoie un lexique qui est mortifère, sans arrêt, comme si au virus du Covid, il y avait un virus qui inoculait même le rapport à la langue, comme Klemperer le remarque. Quand ça va mal, il y a une virulence, il y a quelque chose d'un virus qui vient empoisonner le rapport à la langue. Et c'est
je trouvais que tout ce vocabulaire, depuis quelque temps, alors en plus, la laïcité, la responsabilité, la République, enfin, sont devenus une espèce de ces mots qui ne veulent plus rien dire, qui veulent empêcher, qui veulent devenir une musique, justement, un vacarme. Dans l'Amérique, Kafka raconte d'ailleurs que les chefs ont besoin toujours d'orchestres, de tambours, il faut toujours un vacarme. Hein. Altman, dans Nashville, illustre parfaitement aussi ce vacarme. Le pouvoir veut toujours assourdir. Et pourquoi? Parce que s'ils enlèvent la voix à ceux qui parlent, ils pensent qu'ils vont avoir leur voix, au sens électoral du terme. Et nous ne devons pas nous laisser assourdir. Voilà. Donc c'est tout ça. C'est vrai qu'Édouard Glissant est un auteur aussi important que Kafka pour ça, et pas seulement pour ça, enfin pour tout ce qu'il aborde et qui est évidemment un autre champ que celui de Kafka, parce qu'il n'est pas que dans la fiction, il est aussi dans la description, la dénonciation et l'énonciation d'un monde qui est son monde présent, et qui est celui que nous voyons se déployer maintenant. Donc, oui, ils m'accompagnent l'un et l'autre de façon très différente. Et effectivement, la pensée d'Édouard Glissant, dans la mesure où elle est au cœur de l'histoire coloniale, vraiment, est inséparable pour moi du travail que j'ai essayé de faire sur cette question de la décolonisation de l'imaginaire. Parce qu'au fond, c'est ça qui traverse tout son travail, lui aussi, de son œuvre. Hein, lui, il n'est pas dans le travail, il est dans l'œuvre. Moi, je suis une laborieuse. Lui, il a fait une œuvre. C'est pas pareil. La décolonisation de l'imaginaire est à charge de la turbulence imprévisible qui libère la chair et l'imagination de la morsure dévoratrice et meurtrière de la machine impériale. Pour finir, je souhaite écouter encore la poétique de Kafka. Avec sa belle ironie et son courage, il évoque une autre machine, la machine du monde devenant un moyen de transport. Ni machine carnassière de la colonie, ni train sauvage qui roule vers Oklahoma, mais une petite voiture qui ne cesse de grandir et qui emmène en le protégeant l'enfant ou le petit chien doué d'un puissant regard, vers une destination encore ténébreuse mais toujours inébranlable, au mépris de toute racine autre que celle du regard. Va sans cesse de l'avant, poursuis ton chemin en barbotant dans l'air tiède, les mains tendues sur le côté comme des nageoires, regarde distraitement tout ce devant quoi tu passes, dans le demi-sommeil de la hâte, et il t'arrivera un jour de laisser passer aussi la voiture. Mais sois inébranlable, fais croître les racines en profondeur et en largeur, grâce à la puissance de ton regard, rien ne saurait t'écarter, d'autant plus que ce ne sont pas des racines, mais la seule force de ton regard qui vise. Et tu verras aussi le sombre lointain, immuable, d'où rien ne peut venir, si ce n'est précisément une fois la voiture. Elle approche, elle ne cesse de grandir. Quand elle arrive près de toi, elle est grande à emplir le monde, et tu t'abîmes en elle, comme un enfant dans les coussins d'un coche qui roule à travers la tempête et la nuit. Il nous faut bien entreprendre ce grand voyage dans l'incertitude, mais dans la détermination inébranlable du regard, en dépit de tous les dangers et de toutes les obscurités. Elle est si vaste qu'elle contient le monde, et elle est aussi petite que le berceau qui transporte et abrite l'enfant lucide et courageux, au regard acéré. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, si, tout à fait, y compris d'ailleurs la phrase que je citais
vous expliquiez la puissance poétique de l'œuvre d'Édouard Glissant, c'est la même où vous parlez de cette nouvelle langue qui est la langue de l'excommunication et du rejet. C'est un vacarme pour empêcher que l'on discute, Oui. que l'on échange, que l'on partage, que l'on réfléchisse. C'est en effet nous saisir dans une langue catastrophique. Mais je voudrais revenir sur la musique, parce que c'est tout de suite présent, et le livre est écrit d'ailleurs comme une musique, avec des allers-retours, des refrains, des échos, des résonances. Vous résonnez en résonance. Et il y a quelque chose de très poétique, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu. Vous faites écho tout de suite à ce texte de Kafka sur les chiens, et où les chiens, je le cite, ils ne parlaient pas, ils ne chantaient pas, ils restaient le plus souvent presque avec acharnement silencieux, mais de l'espace vide, ils faisaient surgir de la musique. Tout était musique, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moment où on voit un Kafka joyeux avec ces chiens qui font une belle musique. Et c'est intéressant, parce qu'il y a un très grand poème d'Aimé Césaire qui s'intitule « Et les chiens se taisaient ». Parce que vous connaissez ce symbole poétique totalement fou, c'est que quand Christophe Colomb arrive dans les Antilles, avant la catastrophe, avant la destruction des Indes et les génocides et la disparition de ces populations, dans le moment d'émerveillement, parmi ces émerveillements, il y a le fait que les chiens n'aboient pas, que les chiens sont silencieux. Et qu'il y a une autre... Voilà, et que ce vide peut... Je ne sais pas à quoi... C'est une résonance totalement poétique qui m'est venue. L'apparition silencieuse des chiens musiciens a quelque chose de miraculeux et agit comme une révélation au cœur du silence. Kafka a pu regretter de ne pas être musicien, et dans ce récit, il parle des chiens musiciens comme d'une race mystérieuse qui échappe à la loi. Il faut attendre la fin de ce long récit pour saisir le sens que prit cette première rencontre. Ce que je retiens ici, c'est l'indication du sens musical de toute écriture pour Kafka. Il écrit contre tout bruit au cœur d'un silence totalement musical. Petit chien parmi le peuple des chiens, il est en mesure d'entendre dans le vacarme du monde la musique de son désir, et même, au-delà, celle de la liberté. La rencontre des chiens musiciens lui fait choisir, au nom d'une science des choses dernières, la liberté. Plus que tout le reste, la liberté, certes, la liberté qui est possible aujourd'hui est une plante fort chétive, mais elle reste après tout la liberté. Elle est une chose que l'on possède. La musique, au tout début du livre, et là j'aimerais que vous nous parliez un peu, parce que on parle terreur, des assassinats, une idéologie totalitaire, fanatique, égorgement, décapitation. Or, vous le dites avec sobriété au début, vous n'écrivez pas ce livre de nulle part. La terreur, vous avez connu. Le terrorisme, vous avez connu. Les politiques de la peur, les guerres contre la terreur, vous avez connu. C'était votre adolescence. Vous étiez en Algérie et vous le racontez. Oui. Et vous le racontez en disant combien... Toute ma jeunesse, oui, depuis... C'était votre jeunesse, jusqu'à 20 ans. Et vous avez vécu ce moment en disant combien vous vous sentiez seul, combien vous aviez envie de vous échapper, justement. Et il y a comme une résonance entre cette jeunesse où vous étouffiez face à la guerre coloniale, c'était Algérie, c'était les pouvoirs spéciaux, c'était l'État militaire, et pire que l'État de police, la torture, le refus des droits pour les populations qui voulaient simplement la justice et l'égalité. Et vous, vous étiez là, jeune fille, et au fond, c'est comme si ça faisait écho à aujourd'hui, de là où vous écrivez, où vous ne voulez pas être saisi à nouveau par ces politiques de la peur qui disent au fond aux humains que nous sommes, ayez peur et nous nous occupons du reste. Tout à fait.
ça faisait longtemps que je souhaitais devoir quelque chose ou rendre compte ou témoigner de quelque chose de ma propre histoire, même de façon très sommaire, enfin courte, mais suffisamment explicite pour dire que toute petite, enfin puisque j'ai fait mes premières fugues à 4 ans, ça a commencé très tôt, ce besoin de fuir. J'aurais été bien difficile de dire ce que je fuyais, enfin plus ou moins, mais ce besoin de sortir d'un monde qui me paraissait clos sur lui-même, étouffant et abusif. Et dans la mesure où cette vie coloniale faisait que je fréquentais des enfants algériens, il y avait dans la maison des servantes algériennes. La proximité des corps et la tendresse, l'amitié, la carnalité même des rapports avait fait naître en moi tant d'amour et tant de demandes d'amour qui ne venaient pas par ailleurs pour des circonstances qui n'ont pas d'importance. Et en même temps, j'ai joui en bonne petite bourgeoise blanche de tous les avantages coloniaux, c'est-à-dire aller dans un bon lycée, pouvoir faire de bonnes études et vivre calmement. Mais en même temps, c'est la guerre. C'est la guerre et c'est le couvre-feu. Et c'est vrai que quand on a reparlé là de couvre-feu récemment, pour moi, ça voulait tout de suite signifier que le pouvoir qui est en place voulait créer un état de guerre. Hein. À qui fait-on la guerre? Soi-disant, on ne le fait qu'au virus. C'est pas vrai. C'est une guerre générale. C'est une guerre contre la terreur. Alors c'est vrai qu'il y avait pendant la guerre d'Algérie je suis née là-bas et je n'ai quitté qu'à 18 ans. Il y avait des félagas, les terroristes, les bombes, l'horreur, et c'était nommé, malgré tout, je l'entendais dire, ils veulent leur indépendance. Et pour moi, pour une raison que j'ignore ou que je n'ai compris que plus tard, ma réponse d'enfant, c'était ben moi aussi. Donc c'est comme si j'avais ressenti le besoin de liberté, d'indépendance, de respect, d'autonomie que réclamait la population algérienne comme quelque chose qui me concernait aussi bien parce que je considérais, sans l'avoir bien analysé, que les colons, ma famille n'était pas une famille de colons, mais que les colonisateurs, les blancs qui s'étaient établis à Alger et dans la campagne, et dans les villes et dans les campagnes, avaient une absence totale de liberté eux-mêmes, c'est-à-dire s'auto-confiner dans un petit monde qui protégeait sa langue, ses valeurs, sa supériorité, sa santé, sa beauté, son rapport à la culture. Et donc, tout ça m'a très jeune, j'en ai ressenti véritablement la violence, vraiment la violence. Ce qui fait que, d'un côté, il y avait le discours public, oui, c'est une guerre, il y a des révoltés qui font subir des violences, qui mettent des bombes, qui se battent. Oui, on ne disait d'ailleurs pas guerre d'Algérie, hein. Il y avait les événements. On parlait, ce sont les événements.
comme s'il fallait échapper au discours de la guerre. Or, quand avait lieu le couvre-feu, et il a eu lieu, j'étais toute jeune, je m'aplatissais sur le balcon pour voir la ville, et je voyais l'armée qui défilait, l'arme au poing, c'était la guerre. Donc, il y avait une telle violence, et pourquoi on ne les laisse pas, pourquoi on ne leur donne pas leur indépendance, leur liberté? Je ne l'analysais pas avec une pertinence politique et des éléments, j'étais trop jeune. Tout ça était du ressenti de la une sorte de proximité imaginaire de mon corps d'enfant et de ma pensée d'enfant et d'adolescente avec un monde dont je ne faisais pas partie, mais dont la cause me paraissait aller d'elle-même et avoir non seulement sa légitimité, mais sa légitimité dans la violence elle-même. Hein. C'est-à-dire que je considérais vraiment que le monde dans lequel j'étais élevée était un monde violent, coercitif, sans liberté, cruel, injuste. Et donc, pourquoi faudrait-il s'y soumettre? Et donc, oui, quand j'ai voulu faire ce petit livre, c'était pour renouer en même temps, enfin, pas pour, mais ça passait par un retour vers ma mémoire d'enfant qui restait, je dirais, intacte. Hein. L'enfant ne meurt jamais en nous. Intact, voilà. C'était ça qui était important. Et comme je suis retournée en Algérie il y a un an et demi, et que j'ai pu, dans la rue où j'habitais, descendre et me joindre aux gens du Irak qui, comme ça, le vendredi, disaient à la fois leur espoir, leur colère et leur joie. Ça a certainement pour moi indiqué, orienté mon travail et l'effort que je devais faire sur cette question de la décolonisation. Voilà. Qu'il ne s'agissait pas que d'une guerre d'indépendance, qu'il s'agissait d'un arrachement à des asservissements auxquels le colonisateur n'avait pas lui-même échappé. Je commencerai par revenir vers ma mémoire d'enfant et d'adolescente en Algérie. Elle est peuplée d'images indélébiles, qui restent ancrées au plus profond de moi-même. Les scènes ineffaçables auxquelles j'ai assisté, les mots et les phrases que j'ai entendus, ont composé le premier lexique qui prétendait m'ouvrir la lecture du monde, le vocabulaire de son intelligibilité. C'était pendant la guerre d'indépendance, et je ressentis dès mes premières années qu'un état de crise généralisé occupait l'espace public autant que l'espace privé, au cœur de toutes les intimités. La guerre était partout. Un monde de cris, de plaintes et de murmures sombrait chaque soir dans la terreur silencieuse du couvre-feu. Je poussais subrepticement les volets pour regarder dans la ville morte les patrouilles de légionnaires prêtes à tirer au moindre bruit. J'ai vu tomber sous leurs balles, passé minuit, un jeune arabe imprudemment attardé. J'ai vomi sans rien dire. On a diagnostiqué une crise de foie. Avant même d'avoir pu saisir la figure d'une domination et d'avoir la compréhension d'un système, avant même d'avoir eu droit à la parole, j'ai été immergé dans une sorte de bain amniotique qui quotidiennement faisait de mon corps d'enfant un enjeu de conquête, un lieu de distinction cruelle, de privilège et de honte, une chair soumise aux règles d'un appareil. Le système colonial nommait les corps, distribuait les places, hiérarchisait les droits, qualifiait
et disqualifiait les odeurs et les saveurs, régulait les zones de contact et de répulsion, donnait tout pouvoir à la langue qu'il fallait parler, aux insultes comme aux compliments, aux grâces et aux disgrâces. Je crois avoir marronné, à la façon de tous les enfants qui ont de bonnes raisons de désobéir et de vouloir échapper à la surveillance, aux normes qui assurent le pouvoir et la tranquille assurance de leur maître. La brutalité de ce dressage m'a poussé corps et âme vers le tendre abri des corps domestiques, vers le labyrinthe de la Casbah où je fuguais et où l'on eut tant de mal à me retrouver. Là j'ai connu le refuge et la chaleur, dans le contact sécurisant des peaux, des odeurs et des saveurs, qu'on m'apprenait ailleurs à redouter et à fuir. Je rêvais de devenir introuvable. Il m'en est d'ailleurs resté un goût de l'errance et le besoin de n'être jamais tout à fait repérable. L'inoubliable hospitalité des lieux et des corps qui m'accueillaient a coupé pour moi le monde en deux, sans que je n'aie eu le choix ni le droit d'opter pour un monde contre l'autre. C'est moi qui me suis coupé en deux, enfant naturel et enfant adopté. L'expérience charnelle de mes fugues a répandu le parfum clandestin de la liberté et de l'amour. C'est pourquoi il reste de ces années, dans ma mémoire de petite fille et d'adolescente, une zone inaltérable d'indétermination, mais aussi la conviction que pour maintenir la possibilité d'un libre vagabondage, il faut faire la guerre, et que sa violence est inévitable. Voilà. Votre réponse, C'était- Marie-Josée Monzin, illustre parfaitement la musique du livre. Au fond, et en convoquant de manière récurrente Édouard Glissant, cette idée poétique, politique, l'imaginaire, une forme de beauté, le chant, le poème, vous le dites, et la création artistique, au fond, c'est l'idée d'une politique sensible. Au fond, et ceux et celles qui sont du côté de cette politique sensible, c'est justement ceux et celles qui n'ont pas tué l'enfant en eux, qui n'ont pas étouffé l'enfant en eux, qui ont gardé cette part d'enfance, y compris blessée, mais qui vivent avec elle, qui la convient volontiers. Et c'est vraiment le petit Dybbuk, le petit fantôme, je trouve, chaleureux, qui a comme une flamme dans votre livre. Et avec un thème qui est formidable, parce que, au fond, l'autre synonyme d'émancipation, que ce soit pour des individus ou pour des peuples, c'est le déplacement. S'émanciper, c'est se déplacer. Oui. Ne pas être assigné à résidence, enfermé dans sa condition, dans son identité, etc. Et chez Kafka, il y a ça très fortement. Je relisais, pour préparer ça, le formidable Seul comme Franz Kafka qu'avait fait Marthe Robert, que vous connaissez bien sûr, et où elle souligne combien chez Kafka, le thème de l'évasion, en l'occurrence l'évasion de la sphère paternelle, hein, est essentiel, hein, c'est vraiment ça. Et tout ça fait écho avec Fanon, qui dit « il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché ». Hein, c'est la fin de Peau noire, masque blanc, et ça fait évidemment écho, et vous y revenez longuement, à la façon dont Édouard Glissant et bien d'autres dans sa foulée convoquent le marronnage, hein, les marrons qui échappent au système de la plantation en filant vers la trace. C'est cet art de la fugue, de la fuite, de la ligne de fuite, de l'échappée belle. Et donc, est-ce que vous acceptez ce mot « défendre une politique sensible » ? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai accordé une place singulière, privilégiée, au travail de Anne Stoller, parce qu'elle parle de la chair de l'Empire, c'est-à-dire de voir
comme Kafka avec la herse, hein, c'est que les choses s'inscrivent dans la chair, s'inscrivent cruellement dans la chair, ou au contraire, amoureusement dans la chair. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la chair le seul lieu d'un supplice ou d'un sacrifice qui seul nous donnerait quelques résurrections, ça c'est très chrétien. Pas du tout. Je pense que la chair peut exalter. C'est elle la source de la joie. C'est par elle que passe la source de la joie et qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour ressusciter. Cependant, il est important que ceux qui souffrent se rappellent dans le rapport à la chair de tout autre, c'est-à-dire dans la rencontre des corps, la présence des corps, ce qui aujourd'hui d'ailleurs fait partie du problème, hein, puisqu'on est dans un pouvoir qui ne sait pas faire la différence entre distance physique et distance sociale. C'est dire à quel point la proximité des corps leur échappe dans la vitalité charnelle des joies et des chagrins que nous partageons et des espoirs que nous pouvons avoir. Donc j'ai beaucoup aimé le travail d'Anne Soler parce qu'en plus elle s'intéresse beaucoup à la situation des femmes qui ont je dirais un rôle ayant été colonisées encore plus tôt que les colonisés, les empires coloniaux. Je veux dire, la soumission des femmes est millénaire. La domination masculine, oui. Oui, masculine, impériale en fait. Impériale. Parce que c'est pas que les hommes veuillent du mal aux femmes par définition. C'est l'empire des hommes. C'est l'empire des hommes. C'est l'impérialisme, c'est le fait que l'empire s'est lui-même phallocratisé. Et de ce fait, ne pouvait qu'écraser les femmes pour des raisons impériales. Pas parce que les hommes sont forts, etc. On a remarqué d'ailleurs que vraisemblablement, dans les sociétés paléontologiques, enfin quand on perçoit et qu'on aperçoit ou que l'on comprend ou qu'on peut analyser des éléments de rapports sociaux dans des périodes préhistoriques, aucune trace n'est laissée d'un empire des hommes sur les femmes. Parce qu'il n'y a pas d'empire masculin, on est tous tribalement liés à cultiver, à se nourrir, à faire des enfants, à les nourrir, à les voir partir, à les pousser dehors, à les voir mourir et à vouloir les faire vivre. Et il n'y a pas, mais à partir du moment où comme dit Rousseau, quand le premier homme clôtura son chant et s'avisa de dire ceci est à moi, et voilà, la propriété, l'inscription de la propriété qui va fonder la possibilité de l'accumulation, celle de la distribution du travail, celle de peu à peu de la domination des uns sur les autres. Et oui, il y a eu une production, une fabrication impériale masculine qui a mis les femmes en situation d'asservissement, de service et d'infériorité et d'asservissement, d'absence de liberté. Alors, ce rapport à la chair, dans les colonies, Stoller a justement très, très magnifiquement analysé la façon dont dans les colonies, les femmes de colons étaient elles-mêmes sous la domination coloniale. Elles avaient une supériorité sur les domestiques, mais en même temps une complicité. Et en fait, tout ça a été d'une extrême complicité allant jusqu'à la perversion, mais une perversion politique, hein,
de trafic des pouvoirs, d'abus des pouvoirs dans leur trafic, érotisation des relations avec ceux qu'on a asservis, et désérotisation de ceux à qui on donne le pouvoir, etc. Donc il y a dans cette question de la chair, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression chair de l'Empire, même si elle le développe dans un champ très singulier, mais moi je m'en saisis pour en faire justement un élément de réflexion supplémentaire qui est sans doute venu s'articuler inévitablement avec le travail que j'avais fait il y a de nombreuses années sur la construction impériale du monde chrétien occidental. Et quels étaient les mécanismes, les mots d'ordre et la fabrication et les ajustements de la machine dominatrice qui est partie du système ecclésial pour devenir un système politique. Et c'est pour ça que la crise de l'iconoclasme m'intéressait, parce que c'était le moment où l'Église jouait la partie avec l'Empire. Elle la gagne et elle gagne l'Empire. Donc elle va inoculer, infuser à tout le monde occidental cette domination dans une interprétation de l'incarnation qui va compromettre, je dirais, en tous les cas entraîner des conséquences dramatiques politiquement et culturellement dans le monde occidental, c'est-à-dire la supériorité du monde occidental chrétien blanc qui s'est fabriquée, non pas uniquement avec Christophe Colomb, elle s'est fabriquée pendant beaucoup plus de siècles. Enfin, elle s'est fabriquée morceau par morceau, de siècle en siècle, pour créer cette domination blanche chrétienne. Tout ça est très ajusté. Il faut que nous les désajustions. Voilà. Il faut arrêter. Ouais. C'est l'enjeu de la décolonisation que vous appelez. C'est ça. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas lu La colonie pénitentiaire de Kafka ou qui n'ont pas encore lu votre livre, je voudrais qu'on revienne à ce qui est le nœud du livre et de cette résonance. Donc la colonie pénitentiaire, il y a une machine de mort qui finit par dévorer, y compris ceux qui aiment cette machine de mort, hein, ceux qui la servent. Et c'est la résonance colonie, colonialisme. Et au fond, ce que vous affirmez, ce que vous démontrez, ce que vous déployez, c'est que la machine mortifère du capitalisme, le colonialisme est sa vérité. Que le colonialisme n'est pas une question annexe, simplement une dette qu'on aurait à l'égard de peuples qu'on aurait colonisés, la mémoire de crimes coloniaux. Non, ce n'est pas une question annexe, c'est une question qui concentre tous les crimes, pourrait-on dire, du capitalisme, et tous les ressorts même dévorants de sa machinerie, et qui est une question qui du coup est toujours vivante, puisque le capitalisme est toujours vivant, puisque sa logique impériale nécrophage est toujours vivante, et donc il y a là une question, j'aimerais qu'on s'y attarde, parce que on est au cœur de ce que les gauches européennes ont toujours du mal à voir. Soit elles ignorent la question coloniale au point d'être colonialistes elles-mêmes, de croire qu'il y a des civilisations ou des cultures ou des croyances supérieures à d'autres, soit quand elles la considèrent selon ce que Césaire appelait le fraternalisme, hein, du grand frère, hein, qui est l'écho solidaire du paternalisme colonial. Et donc, vous mettez les pieds dans le plat. C'est-à-dire, vous la philanthropie. Voilà. Et là, vous mettez les pieds dans le plat. Oui, tout à fait, parce que la question de la décolonisation n'est pas une question de philanthropie,
de regrets, de remords, de réparation de l'histoire. Non, c'est une question politique qui concerne, si on ne fait pas une révolution politique dans nos propres institutions et dans notre propre monde, nous continuerons, la question coloniale restera dans sa vivacité, son efficacité, son opérativité quotidienne, et il n'y a aucune raison, si on n'œuvre pas, si on ne se met pas au travail jusqu'au déploiement de certaines forces pour déjouer les roulages de la machine capitaliste qui s'est construite à partir de la colonisation, on aura beau devenir un théoricien, philanthrope et ouvert, universaliste pour dénoncer les abus de la colonisation, rien ne bougera. Rien ne bougera. Donc c'est véritablement à partir d'un bouleversement politique, d'une réorientation complète du regard sur le monde présent que l'on pourra défaire, ou disons que l'on pourra enfin se défaire du poids immonde des crimes qui, pendant des siècles, ont permis au monde occidental chrétien blanc de s'enrichir, d'exploiter et d'asservir dans leur pays, y compris dans leur propre pays et dans le pays de ceux qui étaient asservis. C'est quand même inouï la situation, par exemple, des Noirs américains, du peuple afro-américain en 2020. C'est absolument incroyable. On ne peut le comprendre qu'en analysant les rapports. C'est pour ça que là aussi Kafka dans l'Amérique, dans le grand cercle d'Oklahoma, voit les choses dans ce qu'il dit, qui s'appelle négro, hein, ce qui va toucher au fond. C'est-à-dire que comment ce monde peut-il encore se conduire comme il se conduit à l'égard de sa propre population, dans la répétition des asservissements sous des formes, des modalités et des modulations tellement subtiles et perverses qu'on finit par gagner des votes noirs là où on est encore victime. Décoloniser le regard. C'est sonder ce miroir américain pour y repérer les figures les plus secrètes qui hantent l'intimité de la communauté tout entière, blanche et noire. Baldwin raconte avec tristesse et humour sa discussion avec Ava Gardner. Mon amie Ava Gardner m'a demandé un jour si je pensais qu'elle pouvait incarner Billie Holiday au cinéma. Je dus lui répondre que, si même elle avait tout ce qu'il faut pour ça, il était presque certain qu'on ne le tolérerait pas, puisqu'il était de notoriété publique que Billie Holiday était noire et qu'elle, Ava Gardner, était blanche. Ce n'était pas vraiment une plaisanterie, ou alors une plaisanterie amère, car je connais assurément certaines filles noires bien plus blanches qu'Eva. Je ne les en blâme pas, car cette sorte de schizophrénie parfaitement inévitable est l'une des nombreuses manifestations du piège spirituel et historique que l'on dit racial, dans lequel les Américains se trouvent enfermés. On entend là comme un écho direct de certains débats actuels, souffrant de cette schizophrénie raciale qui, aujourd'hui encore, ne permettrait pas davantage à Ava Gardner d'incarner Billie Holiday. Si un acteur ou une actrice ne peuvent plus jouer ce qu'elle ou il n'est pas dans la réalité, c'est l'acte de décès de la fiction, la négation du sceau que l'art doit accomplir pour préserver sa liberté et assurer sa résistance au réel. Baldwin écrit « Celui qui a été traité comme le diable reconnaît le diable quand il le rencontre. Les raisins de la colère restent entassés dans les champs de coton, les cabanes des migrants et les ghettos de ce pays, dans les écoles et les prisons, dans les yeux, les cœurs, les sensations des miséreux du monde entier.
sur la terre ruinée du Vietnam, chez les orphelins et les veuves, chez les vieillards avec des visions et chez les jeunes gens avec des rêves. J'entends ici l'écho rimbaldien d'une fraternité avec le poète intact, si pénétré par le sentiment de la pureté de ses propres ténèbres et si révolté par la noirceur des puissants. Lui qui écrit dans Une saison en enfer « Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre, mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares, marchand, tu es nègre, magistrat, tu es nègre, général, tu es nègre, empereur, vieille démangeaison, tu es nègre, tu as bu d'une liqueur non taxée de la fabrique de Satan. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. Baldwin parle de son regard, et de ce que ce regard découvre et rencontre à l'échelle de l'humanité tout entière. La démonologie du pouvoir ne laisse personne indemne. La noirceur du noir n'est que la couleur insoutenable de la noirceur intime qui habite le corps de tous les maîtres. Mais c'est un mal contagieux qui vient envahir et contaminer comme un virus toutes les victimes d'un pouvoir. Car j'ai vu le diable, de jour et de nuit, et je l'ai vu en vous et en moi, dans les yeux du flic, du shérif et de son adjoint, du propriétaire, de la ménagère, du joueur de foot, dans les yeux de certains junkies, de certains prêcheurs, gouverneurs, présidents, directeurs, dans les yeux de certains orphelins, de mon père, et dans mon miroir. C'est un diable qui n'a besoin d'aucun dogme. Il ne fait pas léviter les lits et ne s'amuse pas avec les petites filles. C'est nous qui le faisons. Par l'ampleur critique de son regard, Baldwin s'adresse directement à nous aujourd'hui. Dans sa volonté d'exorciser les figures de la haine, il dénonce ce qu'il voit venir dans un retour pervers de l'impérialisme raciste, ce que Mbembe appelle la machine phallique et diabolique. Quand il affirme « I am not your Negro », il veut faire entendre que ce négro libéré de l'esclavage libère en effet l'inconscient blanc de sa culpabilité engendrée par les abus meurtriers d'une ancienne domination, mais dans le même mouvement reconduit la menace tout intériorisée de sa propre noirceur. C'est au blanc désormais de reconnaître qu'il porte en lui son propre négro. On pourrait conjuguer la formule qui met en abîme la noirceur de chacun « You are my Negro » ou encore « We are our Negro ». Nul mieux que Baldwin a indiqué la nature profondément infantile de cette intériorisation généralisée de la terreur raciste. Comme si la toute-puissance de l'Amérique blanche reposait sur un fond infantile et phobique, dont les figures ont été gravées dès l'enfance dans les caractères de tous les catéchismes qui font croire à l'enfer. Les Blancs s'accordent un accès direct à la grâce et au paradis par la seule vertu de leur humanité. Leur blancheur est visible, leur noirceur invisible. Quant aux Noirs convertis à ce paradis et à cet enfer, ils doivent sans fin faire pénitence pour accéder depuis leur visible noirceur à la blancheur de l'âme qui est chez eux pour toujours invisible. La pensée de James Baldwin, qui, face à l'imaginaire diabolique de l'impérialisme colonisateur, non seulement a dénoncé l'intériorisation généralisée de la démonologie raciste jusqu'à ses propres victimes, mais a plaidé jusqu'à sa mort pour un art de la rencontre que l'on pourrait appeler politiquement amoureux. Il écrit « Se rencontrer soi-même, c'est rencontrer l'autre, et c'est l'amour. Si je sais que mon âme tremble, je sais que la tienne aussi, et si je respecte cela, nous pouvons tous les deux vivre.
aucun de nous ne peut vivre sans l'autre. Cette déclaration ne semblerait pas aussi banale si nous n'étions pas sans cesse obligés de la répéter et de plus d'y croire et d'agir selon cette croyance. Donc, je crois oui, que comme vous le dites, le colonialisme est le laboratoire et le ferment du capital. Le système des banques est inséparable des armadas de bateaux qui ont été armés pour partir vers le Nouveau Monde ou vers les Indes. On a mis en place tout permettant ces conquêtes et permettant les retours d'enrichissement à partir de ces conquêtes, parce qu'on ne part pas pour découvrir un monde, on part pour enrichir son propre monde. Et ça a été tout de suite cela. C'est revenir plus riche qu'on est parti. Voilà. Et ça c'est indéniable. C'est le cœur de l'accumulation primitive du capital. Je pense capital. Mais disait que c'est la clé de l'accumulation primitive du capital, de la projection de l'Europe sur le monde et de cette globalisation dont nous vivons la crise et l'acmé, pourrait-on dire. Mais la présence, l'actualité, la permanence de la question coloniale, et on le voit bien, c'est comme le nez au milieu de la figure dans la bassesse de nos débats politiques aujourd'hui, ou dans ce qu'a révélé Trump de l'Amérique, le suprémacisme blanc, c'est qu'en fait, c'est la propédeutique de l'inégalité. C'est par la différence avec l'autre, le noir, l'arabe, le musulman, l'antillais, etc., que l'on fait rentrer comme des poupées gigognes. Ce qui est au cœur de l'exploitation, c'est cette idée qu'il y a une humanité supérieure à une autre. Et que donc, l'on peut. Le premier manifeste contre le capitalisme est d'un chrétien. Et en 1830, vous le savez, c'est Lamennais, 18 ans avant le manifeste communiste, qui fait l'esclavage moderne. L'expression qui lui vient pour parler des premiers prolétaires, c'est ils sont esclaves, ils sont mis en esclavage. Et donc, c'est comme ça que l'on crée. Et évidemment, on dira toujours à l'esclave qui s'en sort un peu qu'il y a pire esclave que lui, et etc. Et là, on retrouve évidemment toutes les minorités, toutes les conditions, évidemment les différences de genre, d'origine, de culture, de croyance. Et là, c'est là où pourra pousser jusqu'au bout votre livre, et évidemment l'imaginaire de Kafka, c'est qu'au bout de tout cela, comme le disait Césaire dans le discours sur le colonialisme, il y a le fascisme. Au bout de tout cela, il y a forcément le fascisme, qui est le pouvoir, il y a Hitler, qui est le pouvoir des néo-Hitler d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idéologie, l'instauration, la légalisation, la légitimation, y compris de race, d'origine, de l'inégalité de naissance, la fin des droits humains, la fin de l'égalité des droits. C'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez dit vous avez dit le mot différence. Et justement, il y a une amplification, je dirais, jusqu'à l'emphase de la culture des différences, ce qui permet de justifier les choses qui sont différentes peuvent être inégales, et jamais une problématique de l'altérité qui, elle, ne s'occupe plus des différences, par l'altérité s'occupe de la diversité dans l'égalité. Autrement dit, si vous voulez, quand j'ai voulu imaginer de façon un peu algébrique la question de l'égalité, je me suis dit, au fond, le principe d'identité auquel nos sociétés sont si sensibles, hein, s'identifier, l'identité, la carte d'identité, l'identité nationale, etc. En logique ou en philosophie logique, ça s'écrit A égale A. Ça, c'est une relation d'identité. Le problème, c'est
à quel moment je peux dire A égale B? En ajoutant que B est non A. Alors, à ce moment-là, je vais être obligé, pour que si B est non A et que A égale B, c'est qu'il y a dans la différence la possibilité d'une égalité. Comment faire valoir cette égalité? Il y a un seul moyen, c'est de les mettre en rapport. Et le mot rapport est très important. Rapport en grec, ça se dit logos, hein, ça veut dire parole, etc. Mais c'est le rapport. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport? C'est que ça veut dire que si je mets en rapport A avec B, je suis obligé d'avoir un troisième terme qui les permet de les mettre en rapport et de dire que le rapport de A à B, ou si vous voulez, que ce que je mets en rapport, le A et non A, hein, le A et B, ce que je mets en rapport, il va falloir un troisième terme, et ce troisième terme qui permet justement de fonder leur égalité en liberté et en dignité. Et ce troisième terme, c'est précisément la question du logos, la question du rapport, c'est-à-dire que A sur B ou B sur A, c'est pareil, et qu'il n'y a pas il y a une altérité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe d'identité. Si A égale B, il faut que dans A, il y ait du non-A. Il faut que dans A, il y ait le contraire, être inégal à soi-même, renoncer à sa propre égalité, renoncer à sa propre identité, à la propre équivalence de sa subjectivité avec une identité substantielle qui est « je suis moi », je sais qui je suis, je peux donner mon nom, je peux donner ma position dans une société où tout est fait pour m'identifier. Voilà. À partir du moment où j'accepte de renoncer à cette prérogative d'être identifiable, c'est-à-dire où j'accepte qu'il y a en moi du non-moi, à ce moment-là, s'il y a du non-A en moi, ben alors c'est qu'il y a du B, puisque B est non-A. Et à ce moment-là, il y a un rapport de mon identité, ma construction de mon identité ne peut se faire que dans mon rapport à B. C'est que s'il n'y avait pas B, je serais réduit à n'être que ce que je suis, c'est-à-dire rien d'autre que quelque chose qui, dans un rapport à soi, n'a plus de vie. Voilà. Donc l'égalité est toujours dans une dissymétrie, dans une altérité. Mais quand on adopte le vocabulaire de la différence, à ce moment-là, effectivement, il y en a un qui est plus grand que l'autre, un qui est plus riche que l'autre, un qui est plus noir que l'autre, un qui est plus bête que l'autre, un qui est plus petit que l'autre. Et à ce moment-là, cette inégalité, elle est précisément ce que les pouvoirs dominants cultivent en favorisant l'identité de soi avec soi. Et alors avec tous les tics de l'identification, hein, de l'identifiable, de fixer l'autre dans ce qu'il est, ton nom, ta religion, tes études, ton pays, ta langue, tes revenus. Vous venez de mettre formidablement en équation logique la philosophie. On épingle le sujet. Oui, non, mais c'est formidable parce que c'est au fond exactement, en entendant le mot rapport, je pensais évidemment au mot relation qu'a foyer, oui, cultivé, épanoui, glissant. Et au fond, cette philosophie poétique et politique de la relation glissant, c'est
voilà, vous lui avez donné ces formules magiques, j'allais dire, avec votre A, non-A et du B dans le A, et le refus C'est ça. d'une logique différentielle qui devient une logique de hiérarchie, une logique de Voilà. classe où On on ne peut trie, pas être etc. égal, voilà. Mais du coup, On ne peut pas être égal à un autre si on n'est pas inégal à soi-même. Oui. voilà. Mais ce qui nous Oui. amène à, et cela va très très bien dans la résonance du chemin de ce livre, à un mot-clé chez Glissant qui est au cœur de cette question de la relation à l'autre. Comment découvrir l'autre pour se découvrir soi-même et comprendre qu'il y a de l'autre en soi. Et ce mot, Voilà. souvent, vous l'évoquez d'ailleurs quand vous parlez évidemment de l'hospitalité à propos de l'égalité des autres, et vous dites après, et c'est intéressant parce que c'est justement à propos de la langue, où vous redécouvrez, où vous revisitez ce concept glissantien qui est le concept d'opacité. D'opacité. Oui. Cette bienheureuse opacité, écrit-il, par quoi l'autre m'échappe, me contraignant à la vigilance de toujours marcher vers lui. Alors, l'opacité, ce n'est pas l'obscurité. Et c'est un mot que Non. j'aime bien, ce qui est assez paradoxal pour un journaliste défenseur du droit de savoir, mais de savoir ce qui est d'intérêt public. C'est cette idée que au fond, pour que je reconnaisse l'autre pleinement autre, comme un autre moi-même et moi-même comme autre, il faut que j'accepte qu'il y ait une part de lui qui m'échappe, comme une part de moi m'échappe, c'est-à-dire est opaque Exactement. à moi-même. Exactement. Et ça, c'est très fort parce que cela renvoie aussi à ce qui fait la magie de la langue, de l'écriture, de la poésie, de la littérature. On sent quelque chose et en même temps, ça nous échappe. Tout on à est fait. familier Mais, et ça nous échappe. Exactement. Et je pense que l'apport de la psychanalyse a été très enrichissant pour cet accès de notre pensée à la présence de l'autre en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de construction subjective qui se fasse par pure identification de soi à soi. Et quels que soient les dispositifs dans lesquels la psychanalyse a essayé d'aborder les constructions subjectives, on tombe tout le temps sur la question de l'autre, chez Lacan même avec une majuscule, s'il le faut, le grand autre, mais c'est cette altérité sur laquelle se construit notre identité, sans laquelle nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas de l'autre, avec l'autre, venant étant autre que nous-mêmes, et que ceci ne soit pas vécu comme une altération, c'est-à-dire une perte en substance, une perte en gravité ou en consistance, mais bien au contraire, de pas penser notre propre altérité sous le signe de l'altération, mais au contraire sous le signe oui, vous avez parlé de l'opacité, et j'aime énormément cette référence à l'opacité chez Glissant, c'est-à-dire de ne plus être sous l'empire de la transparence. Par l'impérialisme est totalement dans une addiction à la transparence qui va d'ailleurs avec la culture du mensonge, parce que dans cet asservissement à la transparence, il y a une façon de bafouer totalement tout ce qui est de l'ordre de l'intime et du privé, et donc une sorte d'exaltation de l'exhibition, de l'intrusion, de la ostentation, et de toutes les formes névrotiques, voilà, de ce qui fait qu'on a envie de montrer, de se montrer, d'être vu, au point de s'imaginer qu'on n'existe plus si on n'est plus vu. Et toute cette emphase de la transparence et de la visibilité
est partie intime de la communication capitaliste. Et effectivement, la décolonisation de l'imaginaire va paradoxalement, mais comme vous et moi le sentons bien, l'opacité, c'est d'intégrer dans notre rapport à l'autre toutes les richesses d'une résistance, toutes les richesses d'un mystère, enfin d'une énigme en tous les cas, d'une impossibilité de devenir propriétaire de l'autre comme on est impossible d'être propriétaire de soi. C'est renoncer à la propriété, qui est la base du vitalisme, comme on le rappelait tout à l'heure. Hein. Ne plus être propriétaire de soi-même et ne jamais être propriétaire de l'autre. Ce renoncement à la propriété fait pour moi est l'énergie primitive à transmettre toute une jeunesse qui en ce moment cherche les voies de son émancipation, de sa libération et de la, je dirais, du sauvetage de la planète et de ses espoirs, de ses capacités d'y vivre. Et que une des choses que nous devons leur transmettre, c'est cela, c'est ne plus être obsédé par la propriété de soi, la propriété des choses, la propriété de l'autre, et au contraire, comme vous le rappeliez tout à l'heure, faire de l'art de la fugue un allié inévitable du nomadisme, du fait de l'hospitalité aussi, c'est-à-dire d'accueillir celui qui passe et de ne pas l'empêcher de repartir, alors que là, nous sommes dans une politique abominable où on accueille mal, on refuse d'accueillir et on refuse de laisser partir. Enfin, je veux dire, c'est dire la sauvagerie, prenons les mots du pouvoir, la sauvagerie de ce qui nous domine par rapport à tous les surgissements culturels fragiles et en continuel déplacement de tous ceux qui soit résistent, soit essayent de survivre. Hein, parce que pour beaucoup, résister, ça commence par être survivre. Hein. Pour ceux pour qui la survie n'est pas dramatique, il faut quand même aussi résister. Vous venez de dire un mot important et j'aimerais qu'on termine sur ce mot, cet échange, parce que c'est à ce mot qu'aboutit le livre, qui est comment échapper au pouvoir. C'est le mot pouvoir. Et au fond, dans ce cheminement, vous terminez par... j'ai lu ce passage en pensant presque à la ridicule course des petits chevaux qui commence en vue de 2022 et où vous avez des mots très clairs sur l'idée qu'il ne s'agit pas de chercher quelqu'un, il s'agit de résister à l'emprise du pouvoir. Et je voudrais dire ça parce que c'est pour réinviter tout le monde à lire Kafka, dans la lignée, vous le connaissez bien sûr, Michael Lowy avait fait un très beau Franz Kafka libertaire, ce Franz Kafka rêveur insoumis. Kafka n'est pas un penseur de la catastrophe, c'est d'abord un écrivain libertaire. C'est un écrivain libertaire. Et vous libertaire le dites, et joyeux. Voilà, ouais. La main qui écrit la colonie pénitentiaire n'est pas colonisée, ni surtout colonisable. C'est une main politique et libre, et c'est en ce sens qu'une lecture politique de Kafka permet d'envisager ce que l'on peut appeler une décolonisation de l'imaginaire dans un geste de création. Écriture décolonisante où l'expérience du jeu avec la mort soutient la création sous le signe de l'émerveillement et de la joie. Alors, c'est là-dessus que je voudrais qu'on termine, c'est-à-dire qu'il y a dans ce livre qui n'est loin d'être désespérant et consolant, il y a dans l'échappée, c'est une échappée vers la liberté, vers un chemin de liberté, de résistance, et
j'avais oublié, je le savais, vous, à un moment, il y a une petite réminiscence littéraire qui évoque ça très bien. Vous rappelez que Melville, l'auteur de Moby Dick, dit à un moment « Je parle l'outlandish ». Ma langue, c'est l'outlandish, traduisons en français, la langue du grand tailleur, où l'on retrouve le tout monde, le tremblement du monde, le tout vivant du tout monde qui tremble et qui nous inspire d'Édouard Glissant. Oui. La langue du grand tailleur. Voilà, oui. J'ai beaucoup aimé cette déclaration de Melville qui m'a souvent touchée très profondément, qu'il s'agisse d'ailleurs aussi de voir le rap de Beckett à la langue française, c'est la question de l'étranger, la question de la langue étrangère. Quand Melville dit « je n'ai pas écrit Moby Dick en anglais », ça veut dire qu'il a écrit Moby Dick en outlandish, c'est-à-dire en anglais langue étrangère. La façon dont Beckett abandonne l'anglais pour écrire en français, c'est ce besoin effectivement de saisir dans la langue étrangère ou de fabriquer ou d'atteindre et de travailler l'étrangeté de sa propre langue pour accueillir finalement non seulement l'étrange, mais l'étranger. C'est-à-dire l'hospitalité dont je parle politiquement face à la question de l'émigration et du devoir d'accueil et du devoir d'hospitalité passe justement par cette capacité d'entendre une autre musique que celle de sa propre langue et d'entendre dans sa propre langue, comme dit Glissant, le bruissement de toutes les langues. C'est-à-dire que une langue ne peut pas fonctionner dans sa pure autochtonie. Elle n'est pas ce qui sort de la terre que j'habite, du sol et du sang qui me nourrit. Voilà, hein, c'est pas la langue allemande pour Hitler, voyez. Voilà, ça c'est une langue qui ne sait plus ce qu'est la langue étrangère. Donc la outlandish, c'est du grand ailleurs, comme dit Armel Gern. Cet ailleurs, il sonne comme l'altérité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas la différence des langues, c'est l'altérité des langues qui fait que dans une langue, il faut être capable d'entendre le bruissement de toutes les langues. Et on pourrait évoquer aussi à ce sujet la façon dont Glissant travaille la question de la créolisation. C'est évidemment ça, puisque le concept de créolisation qui s'appuie à partir d'un mot qui désigne une langue qui justement n'est pas enracinée, qui est faite de toutes les langues, qui est faite dans le chaudron de la traite et de l'esclavage et de la domination, où il y a de l'anglais, de l'africain, diverses langues africaines, du portugais, de l'espagnol, et tout ça se mélange, et tout ça fait une langue. Et une langue, je voudrais le souligner, parce que et c'est bien pour ça que dans la littérature francophone, c'est important aujourd'hui, c'est une langue humoresque, comme aurait dit Vladimir Yankelevitch, qui parlait du sérieux humoresque. Le créole est une langue moqueuse, est une langue taquine, est une langue qui vous titille, mais gentiment. C'est une moquerie généreuse et il y a cet humour, cette ironie dans la langue et là on revient à la très grande force dans un rapport du faible au fort, c'est-à-dire d'avoir inventé des résistances si fortes, si belles, si durables, si visionnaires, si prophétiques face à la domination à la fois la plus terrible et en même temps la plus impuissante, parce que lourde, au fond, tout ce dont nous parlons, et c'est d'actualité, c'est Spartacus.
Spartacus finit sur la croix, mais c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Oui, La c'est vrai. puissance est vaincue. La puissance est vaincue. Et elle sera toujours vaincue. Voilà. I am Spartacus. Voilà, voilà. Et je pense que c'est pour ça que on a beau être très triste en ce moment, on n'est pas désespéré du tout. Je veux dire que pas du tout. Je crois profondément avec vous qu'il y a une innervation vivante, souterraine, parfois clandestine, invisible, fuyante et fugitive, mais qui est là, et il y a toute une jeunesse ailleurs qui est là pour le prouver. Et il faut pas accepter la défaite de l'esprit, la défaite de la joie et du lien à tout autre qui nous est imposé en ce moment sous le signe fallacieux du sanitaire, alors que c'est en train de nous tuer. Et on se laissera tuer. On guérira du virus et il faudra aussi que nous guérissions du capitalisme. Je crois. C'est une maladie encore plus grave. Plus grave et plus durable, et très mobile, très mobile. Il l'a voilà, montré. Voilà. Voilà. Merci Marie-Josée voilà. de cet échange. Ben, c'est moi. Voilà, merci à l'Institut du Tout-Monde de l'avoir permis. Merci à Loïc Séry, merci. Sylvie Glissant. Voilà. C'est pour moi merveilleux. Ben, pour moi, c'est merveilleux d'avoir pu reparler de ce livre que j'avais un peu vu disparaître dans le confinement et de sentir grâce à vous et à vos questions et à votre amitié et à votre amitié, l'accueil que vous faites à ce travail, de sentir que bon, ça vaut peut-être la peine de continuer à travailler et à construire. Oui, voilà, on va pas lâcher. Voilà, comme disent les petites chansons des Gilets jaunes, on ne lâche pas. On ne lâche rien. Voilà. On lâche rien. Voilà. Bien. Merci. Merci et prenez soin de vous. Tiaberet Pamoli, comme on dit en créole. Donc le nègre, à la fois invisible et coloré, n'est jamais noir. L'arrivée du corps nègre dans la peinture ne se réduit donc pas à la découverte gratifiante des chairs exotiques et des corps domestiqués. C'est à elle que l'on doit d'avoir fait du noir un corps coloré, renvoyant la lumière, et sujet d'un regard, ou plutôt d'une circulation des regards. Tout corps vivant à qui l'on accorde le droit au regard engage le regard qu'il porte sur nous. Les artistes figurent des corps africains et peignent des regards qui les considèrent à leur tour, regards qui nous sont encore aujourd'hui adressés. Le noir ne se contente pas de sortir de l'invisible, il devient voyant. Dans cette croisée des regards et l'expérience de ce face-à-face, le spectateur est confronté à une rencontre troublante, car le dénuement de l'esclave ou du domestique le met en présence de sa propre nudité. Joseph pose nu. La nudité est le propre de la bête, du sauvage et du démon. La nudité du nègre engage beaucoup plus profondément les contradictions du regard. Comme l'écrit James Baldwin, « La présence de l'étranger fait de vous un étranger, moins pour lui que pour vous-même. L'identité semble être le vêtement par lequel chacun recouvre la nudité de son être. Mieux vaut dans ce cas que le vêtement soit ample, un peu comme les robes du désert, à travers lesquelles on devine toujours la nudité et la discerne parfois. Seule la confiance en sa propre nudité confère à chacun le pouvoir de changer de robe. Je venais de cheminer longtemps dans les ténèbres, en long et en large, aveugle et sourd à toute chose, conduit uniquement par mon vague désir.
je m'arrêtai tout à coup avec l'impression d'être parvenu au bon endroit. Je levai les yeux, tout était inondé de lumière doucement vaporeuse, des parfums enivrants flottaient alentour et se mêlaient les uns aux autres. J'adressai mon salut au matin avec des accents pleins de trouble. C'est alors que de quelques recoins ténébreux, comme s'ils obéissaient à mon appel, 7 chiens émergèrent soudain en faisant un bruit effrayant tel que je n'en avais jamais entendu auparavant. Ils ne parlaient pas, ils ne chantaient pas, ils restaient le plus souvent, presque avec acharnement, silencieux, mais de l'espace vide, ils faisaient surgir de la musique. Tout était musique. Je remarquai à d'impalpables détails que peut-être personne en dehors de moi n'aurait pu remarquer que, du plus profond de sa poitrine, le chien s'apprêtait à entonner un chant. « Oui, dit-il gravement, je vais chanter bientôt, mais pas encore. »« Voilà déjà que tu commences, dis-je. Tu as beau le nier, je l'entends déjà, dis-je en tremblant. Non, dit-il, pas encore, mais prépare-toi. Alors se demande le jeune chien, pourquoi ne pas faire comme les autres, vivre en accord avec mon peuple et accepter sans mot dire ce qui vient troubler cette harmonie, le tenir pour négligeable comme une petite erreur qui se serait introduite dans un grand conte? Pourquoi ne pas se tourner toujours du côté de ce qui crée l'union et le bonheur et non pas du côté de ce qui, sans cesse et irrésistiblement, nous arrache à la communauté de notre peuple? Pris entre deux courants, un poisson va à la dérive et baisse les yeux, plein de crainte et de joie, pour voir le fond où de faibles mouvements se dessinent dans la profondeur de la vase, puis il lève les yeux, plein de crainte et de joie, vers les hautes eaux où de grandes choses se préparent. Il est admirable, qui le nierait, que ces chiens aériens soient en mesure de planer dans les airs. Mon étonnement à ce sujet rejoint celui de la race canine. Mais ce qui est merveilleux, à mon sens, c'est l'absurdité, la paisible absurdité de ces existences. Pourquoi planent-ils là-haut? Laissent-ils s'atrophier leurs pattes qui sont la fierté des chiens? Pourquoi sont-ils séparés de la terre nourricière? Ils ne sèment pas et pourtant ils récoltent. On dit même qu'ils sont particulièrement bien nourris aux frais de la société canine. L'irrationalité de la tyrannie vient s'inscrire dans l'inconscient par la voie des affects et des blessures sans mots, des cruautés sans nom. Seule la défense de l'incertitude et la force du murmure peuvent, selon Glissant, inventer les voies de la résistance à la paradoxale et meurtrière transparence des décrets indéchiffrables. Loin de conférer aux créoles le privilège d'un idiome d'emblée rebelle et émancipateur, celui d'un parler originel qui rendrait au monde son intelligibilité et sa liberté, il le considère comme un détour susceptible de camoufler encore l'impuissance par les stratagèmes d'une lisibilité folklorique. Glissant fait appel au contraire à une toute autre opacité qui serait au service d'une toute autre lisibilité, qu'il s'agisse dans la société caribéenne du français ou du créole. Ce que Glissant nomme créolisation
ce sont les gestes de toutes les inventions idiomatiques et poétiques dans lesquelles le bruissement des cultures et des langues crée des voisinages sonores, des complicités signifiantes et joyeuses, des hospitalités sans frontières. La créolisation devient une langue secrète à laquelle n'accèdent que celles et ceux qui entendent parler les pierres, les sables, les vagues et les tempêtes. La langue pourrait nommer la transparente opacité des langues imposées par les maîtres. Langues à la fois solaires et illisibles, c'est dans la langue poétique que se joue pour lui le geste de décolonisation. Il plaide pour cette bienheureuse opacité par quoi l'autre m'échappe, me contraignant à la vigilance de toujours marcher vers lui. Cette langue, quelle qu'elle soit, est donc bien celle qui ne tient sa lisibilité que de la place qu'elle y fait à tout autre et du chemin qu'elle trace vers lui. C'est la langue dans laquelle écrit Kafka quand il se sert de l'allemand, langue d'un pouvoir auquel il refuse de se soumettre et dans laquelle il écrit. Parler sa propre langue comme une langue étrangère est sans doute une des voies radicales vers la décolonisation de l'imaginaire. J'en entends l'écho chez les poètes. Quelle est cette langue des poètes qui fait dire à Melville, dans une lettre à Nathaniel Hawthorne, « Je n'ai pas écrit Moby Dick en anglais, mais en outlandish ». Outlandish, qu'Armel Gern traduit comme « langue du grand tailleur ». Beckett a choisi d'employer le français à partir de 1947 quand il écrit pour le théâtre. Novarina évoque la morsure de la langue qui n'est pas celle de la herse, mais celle de la rage, de la colère d'un attaquant. Parler n'est pas communiquer, parler n'est pas s'échanger et troquer des idées, des objets. Parler n'est pas s'exprimer, désigner, tendre une tête bavarde vers les choses, doubler le monde d'un écho, du nombre parlé. Parler, c'est d'abord ouvrir la bouche et attaquer le monde avec, savoir mordre. Le monde est par nous troué, mis à l'envers, changer en parlant. Si le marronnage fut un geste de libération, sa dénomination même porte la marque coloniale d'un jugement, puisque la fuite de l'esclave est désignée comme une régression à l'état sauvage. De là à considérer que le marron est un hors-la-loi prêt au crime et au banditisme, la conséquence ne se fit pas attendre. Ces corps qui fuyaient comme ceux qui fuient encore, grâce à la solidarité de ces réseaux ferroviaires clandestins, apprennent et comprennent très vite que le combat pour la liberté ne fait que commencer et que peut-être il ne finit jamais. D'autres combats les attendent, car la colonisation est une machine qui excède de loin le périmètre des territoires esclavagistes et leur inoubliable réalité historique. Mais s'il ne faut pas oublier ce qui fut une terrible et terrifiante histoire, ce n'est pas pour en sanctifier la mémoire et s'en faire le propriétaire exclusif. Il s'agit au contraire de la partager et d'en analyser la présence insidieuse dans les comportements inhumains du monde impérial capitaliste aujourd'hui. L'abolition de l'esclavage n'est pas la fin de la domination des Blancs. Elle inaugure au contraire le déplacement des combats et leur élargissement à la communauté planétaire des victimes de tous les racismes et des inégalités. L'Underground Railway nous est à charge aujourd'hui plus que jamais, et c'est bien le monde de la poésie, de la musique et des images qui tient la place des songlines qui orientent le courage de nos actes d'accueil et de nos gestes de partage. Comment ne pas penser à tous ces réfugiés qui ne trouvent plus aujourd'hui sur le chemin de leur fuite que des passeurs avides prêts à rallumer le flambeau de l'esclavage, quand ils ne sont pas ramenés, menottés à leurs anciens maîtres et à leurs bourreaux.
La décolonisation demande une immense imagination et la fiction du chemin de fer fut une machine qui transforma la réalité d'un esclavage sédentarisé en nomadisme émancipateur. L'art de la fugue nous concerne tous sans exception. Art du relais solidaire, art de la variation et de l'improvisation qui exige le courage et la rapidité des gestes furtifs, clandestins. Comme le fugitif, les réfugiés qui prennent les plus grands risques et affrontent les plus graves dangers, celles et ceux qui accompagnent et soutiennent leur libération doivent accepter de quitter leurs abris confortables et leur amarrage aux quais sécuritaires. C'est ensemble qu'il faut partager les risques du voyage, car l'enjeu est commun. Quand leur voyage s'achève, le nôtre commence et il va falloir s'embarquer ensemble dans un même combat.